Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, employez des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Un plaisir de vous retrouver ce mardi matin jusqu'au port de 11h. Nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité. Ce mardi, nous sommes le 8 mai 2018. Très heureux de vous retrouver. Mamoudou Kondé à la réalisation, à la télévision. Vous nous écoutez à la radio Prince Diallo ici à Conakry. Grand merci à tous les techniciens à la région. Mesdames et messieurs, vous avez la possibilité évidemment de réagir en direct dans notre émission. Soit vous partez sur Twitter, #EspaceGG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages en direct dans notre émission. Sinon, si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons remonter vos messages dans cette émission. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. On vous le disait hier, concession du terminal à conteneurs du port autonome de Conakry au groupe Bolloré. On y revient alors que le président Condé promet le grand déballage sur les dessous de cette affaire et mieux de ne plus protéger toute personne y impliquée. L'opposition va exiger une enquête parlementaire à l'effet de comprendre les conditions de retrait du dit terminal à Jetma pour être finalement attribué donc au groupe du milliardaire français Vincent Bolloré. Cette affaire qui connaît un retentissement à l'international est loin de livrer tous ses secrets. Que peut-on apprendre de plus ce matin? Quelle sera la démarche de l'opposition pour exiger donc la vérité dans ce dossier? Monsieur Ousmane Gawal Diallo, député l'UFDG à l'Assemblée nationale, vous le voyez, il est notre invité ce matin dans les grandes gueules. Deuxième nuit de garde à vue donc pour le syndicaliste Aboubakar Sidiki Mara, arrêté dans la nuit du samedi à dimanche dans son hôtel à Bokeh, où il était donc en mission syndicale au compte de l'UGTG. Le sieur Mara sera présenté ce mardi donc au procureur du tribunal de première instance de Dixine. Il est accusé d'incitation à la révolte et de trouble à l'ordre public. Question ce matin, mesdames et messieurs, le syndicaliste Sidiki Mara a-t-il été menacé par un responsable de la CNTG? On essaie de comprendre ce matin avec monsieur Mamadou Mansaré. Il est secrétaire général adjoint de la CNTG. Accusé donc brise le silence chez les grandes gueules. Encore une fois, merci de nous rejoindre. D'autres sujets évidemment viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir. Zachary Tamba Minimono, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Moussa Moïsila. Bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Mafoudia Bangoura. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Titi, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Et ce matin, nous partons à Kourimali, mon cher Titi. Je voulais commencer par le cas Moundjour, si vous permettez. Allez-y. Le cas Moundjour, parce que il a été dit par plus d'un juriste que la procédure a été violée en ce qui concerne le décret pris par le président pour débarquer le procureur Moundjour Chérif de ses fonctions de procureur général près la cour d'appel de Conakry. Et plus d'un juriste avait dénoncé la manière par laquelle le président s'y était pris. Et selon notamment Mamadi Touakaba, qui est juriste, le président de la République devait se référer ou consulter, avoir l'avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature suprême avant de prendre le décret. Et il est bien apparu que le président de la République n'avait pas donc pris l'avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature suprême. Donc ce qui revient à dire que le président de la République a violé encore une fois la procédure en la matière. Donc je crois que c'est pas la première fois. Les grandes gueules. C'est donc c'est vrai, c'est vérifié selon les sources que j'ai consultées entre hier et ce matin. Oui. Le président a bel et bien violé la procédure. Il n'a pas consulté le Conseil supérieur de la magistrature suprême qui a été rencontré le chef de l'État hier. Le Conseil supérieur de la magistrature suprême conduit par son vice-président, en l'occurrence le ministre de la Justice, M. Cheikh Sakou. Oui. Donc ils ont été rencontrer le président de la République pour lui signifier que la démarche n'a pas respecté donc c'est-à-dire que le fait qu'il fallait consulter au préalable le Conseil supérieur de la magistrature suprême avant d'arriver à ce décret. Oui. Le président en a compris, donc c'est de manière impulsive qu'il a pris ce décret pour débarquer M. Moundjour Chérif. Je crois que il n'a pas digéré le fait que M. Moundjour Chérif soit resté indolent
à ses yeux, pour ne pas engager une procédure judiciaire contre la personne de monsieur Sano. De Les grandes gueules. C'est comme ça que moi je conçois la chose. Donc le président n'a pas admis cela, il ne l'a pas accepté, il n'a pas digéré, et c'est pourquoi certainement il a indiqué que Moundiou Chérif n'a pas été à la hauteur. Oui. Donc ce qui va se passer, c'est que le président sera amené à rapporter son décret, le décret qui a dégommé Moundiou Chérif et qui a nommé M. Mamadi Diawara, doyen des juges d'instruction près du tribunal de première instance de Dixine, qui a été nommé procureur général. Donc le décret qui débarque Moundiou et qui nomme M. Mamadi Diawara va être rapporté, et deux décrets vont être pris. Donc un premier décret qui rapporte le décret d'il y a 3 jours, je crois, et maintenant un second décret va être pris pour nommer M. Mamadi Diawara dans les bonnes conditions, dans les conditions qui respectent les procédures en la matière. Les grandes gueules. Selon mes sources, ces 2 décrets devraient être annoncés ce soir à la télévision. Donc cela veut dire que le président a été amené à faire rétropédalage, donc à respecter la procédure en la matière. On ne peut pas continuellement marcher sous les lois de la République. Merci beaucoup Titi. Allez-y Moussa Moïse. Dans ce pays, à un moment donné, je pense que ça fait honte. Ouais. C'est un peu gênant. Hein, ouais. Très gênant, honnêtement. Oui, on reprend tout cela. Il ne faut pas oublier quand même que la télévision nationale est suivie au-delà de nos frontières et que c'est pas quand même des analphabètes, quand même des illettrés qui suivent cette télévision nationale à l'étranger. Il y a des experts aussi qui suivent cette télévision et ça donne une mauvaise image de la Guinée. Dans ce pays, on a été obligé de dire au chef de l'État de reprendre sa prestation de serment parce que la loi a été violée. Ouais. On lui dit encore de reprendre un décret parce qu'il n'a pas respecté la procédure. Je pense qu'à un moment donné, soit nous avons des ressources humaines compétentes dans ce pays et que le chef de l'État est un président qui consulte, parce que c'est cela aussi la responsabilité d'un chef d'État. Vous ne dirigez pas le pays avec tout le monde, vous prenez seules les décisions, mais vous le faites après avoir au moins consulté quelques personnes autour de vous. C'est pourquoi vous avez des juristes autour de vous, vous avez des constitutionnalistes, vous avez des experts dans le domaine de la santé, dans le domaine des pêches, dans beaucoup de domaines. Et cette ribambelle de conseillers autour de lui, si on tolère cela un tout petit peu, c'est parce qu'on n'a pas envie que le chef de l'État fasse ce genre d'erreur. Mais si ces conseillers ne nous dispensent pas de ce genre d'erreur, je ne vois pas leur importance. Et je parlais la fois dernière, dans une émission ici, Tamba peut s'en rappeler. Je disais qu'il y a tellement d'embranchements dans ce que nous appelons séparation des pouvoirs, équilibre des pouvoirs, que j'ai du mal à comprendre que le judiciaire fonctionne de façon forte, avec toutes les prérogatives qui lui sont dues, sans être broyé par l'exécutif. J'ai dit les embranchements sont trop. Le garde des Sceaux, les procureurs qui ont l'initiative des poursuites. Je dis mais tout cela se ramène à qui? À l'exécutif. Et même du côté du budget, il faudrait beaucoup de plaidoyer pour que la justice puisse au moins avoir le minimum pour faire son travail. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, je pense que dans ce pays, il y a lieu quand même de reconnaître une chose. Notre justice ne s'est pas encore départie complètement du poids de l'exécutif. On marche avec les ordres venus de l'exécutif, on marche avec les orientations données par l'exécutif. Il faudrait que les principes qui sont écrits sont de bons principes. Il faudrait des hommes forts pour les appliquer. Il faudrait des hommes capables de penser au peuple de Guinée, non à leur poste de responsabilité, pour les appliquer. Si on n'a pas cela, nous ne pouvons pas avoir d'institutions fortes. Et c'est le cas aujourd'hui dans notre pays. On a dégommé M. Moundiou Chérif parce qu'il n'a pas été capable, dans l'esprit du chef de l'État, de poursuivre tous ceux qui étaient susceptibles de porter atteinte à l'ordre public. Les grandes gueules. Parce que c'est un peu, mais sa conception de trouble à l'ordre public n'est pas cette même conception que la loi reconnaît à cet état de fait. Donc, des innocents vont certainement y passer, des innocents vont être trimballés parce que tout simplement, celui qui va venir après Moundiou Chérif, il a intérêt à ne pas être indolent, il a intérêt à ne pas être clément. Celui qui tient des propos irrévérencieux à l'endroit du chef de l'État se verra tout de suite traduit. Donc, c'est quelqu'un qui vient juste pour remplir une mission
celle de veiller au grain qu'aucune violation ne soit tolérée. Je pense Bien. que ça c'est grave. Merci beaucoup. Voilà. Allez, cette réaction de Mohamed Marin qui nous écrit ce matin. Rapporté ou non, le décret destituant donc Mandjou Cherif est nul effet, nul d'effet, il le dit au terme donc de l'article 109 de la Constitution. À la matière, le président doit requérir non pas l'avis consultatif, mais avis conforme, voilà, du CSM. C'est bien cela. Allez-y. Ça, la précision, elle est importante parce que j'avais envie de commencer mon propos avec cette remarque-là. Ce que ça pouvait apporter, que le président de la République vienne par exemple rencontrer monsieur Cheikh Sako ou le président de la Cour suprême qui sont tous qui prennent tous part à ce Conseil supérieur de la magistrature. Et donc il y a cette situation. Mais Lamine Guirassy, moi, quand on dégomme un magistrat, quand on dégomme un procureur en Guinée, je suis content. Sincèrement, je suis content. Non, mais vous allez le comprendre. Là n'est pas la question, Tabac. Je vais le nuancer. Il s'agit de procédures, de respect de procédures en la matière. Oui, procédures. Mais non. Mais il faut que tu permettes que je termine. Oui, mais je te permets de parler, mais il ne faut pas déplacer le débat non plus. Non, mais je ne déplace pas. Je ne déplace pas. Vous allez voir pourquoi. Il joue son rôle. Non, mais il va comprendre pourquoi. Il va comprendre pourquoi je suis en train de parler de cela. Vas-y. Je me réjouis de cela. Non pas parce que la procédure a été biaisée, non pas parce que la procédure a été biaisée, ça n'a rien à voir. Mais là, on est en train de parler des missions, si vous voulez, des tâches, des attentes du président de la République vis-à-vis du prochain procureur. Ce que le président de la République voudrait, c'est qu'on ait un procureur qui mate davantage de son point de vue, qui se lève dès qu'on s'en prend à la démarche, à la politique, à la gouvernance du professeur Alpha Condé. Et c'est là ce que je crains. On nous cherche un procureur pour mater. C'est ça la logique du président Alpha Condé. Et on n'est pas dans une logique, on n'est pas dans une république comme ça, où seules les intentions, seule la volonté du président s'applique à la masse populaire. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Maintenant, il faut le dire, pendant ce temps, le président de la République veut bien que le procureur commence à mater. Mais mater par rapport à quoi? Il y a ce que lui, il voudrait, que son image soit préservée, que ce qu'il appelle l'intégrité du territoire soit préservée, tout ça est bon. Mais de l'autre côté, combien de cas de corruption, de malversation, combien de cas dont la justice aurait pu se saisir ici dans ce pays qui n'ont jamais été le cas? Moi, j'ai envie de dire, si M. Cherif va partir, je suis heureux qu'il s'en aille. Celui qui vient, je n'ai qu'un message à lui donner. Il faudrait qu'il se saisisse de tous les cas qui ont dans ce contexte de passivité de la justice, conduit à effriter l'image de la justice guinéenne. Si M. Diawara peut davantage faire pour que la justice soit appliquée un tout petit peu sur les secteurs où on en a besoin, que la corruption cesse, moi, c'est ma plus grande préoccupation et je ne serai que tout joyeux de cette démarche-là. Merci beaucoup, mon cher Tamba. Allez-y, Mafoudia. Alors, je pense qu'il faut faire attention à ne pas trouver une explication à la décision du chef de l'État. Rien ne nous prouve qu'il a dégommé tel pour envoyer tel qui va rester à son... Mais allez-y, Mafoudia. Voilà. Mais attendez, vous êtes des gorilles ou quoi, les gars? Les grandes gueules. Il ne l'a pas dit. Bien. Écoutez, comment vous pouvez... Allez-y, Mafoudia, il passe par l'antenne. Le chef de l'État, il a dégommé. Et n'oublions pas les dossiers dans lesquels on a entendu, le nom de Mandjou Cherif. Moi, ce que je veux dire, encore une fois, il en a le droit. Le droit est là. Quoi qu'il en soit, il justifie cela au niveau du Conseil. Il l'a justifié et s'il y a avis confirme, effectivement, on peut l'enlever. Mais encore une fois, comme le dit Abakar, je le rejoins effectivement, il est déjà important pour un départ de respecter la forme. Et la loi est claire là-dessus. La Constitution est claire là-dessus. Le président de la République est le président de ce Conseil. Le ministre de la Justice en est le vice-président. Il y a une procédure à respecter. Il n'avait qu'à respecter. Ce monsieur qui a été enlevé, moi, pour le moment, je ne me permets pas de dire que chaque acte posé par le président de la République, c'est justement pour préparer d'éventuelles personnes qui seront à sa solde. Il faut faire très attention. Il en a le pouvoir et il y a des personnes qui ne sont pas tout blanc. Et moi, c'est mon avis. Ce monsieur, je ne le connais pas. Il est très respecté par pas mal de personnes. Mais le chef de l'État aussi, à tous les coups, on ne peut pas lui octroyer, si on veut, ce souhait de vouloir mettre seulement les hommes qui seront sous ses ordres. Voilà, Mafoudia Bangoura. C'était ce matin sur RFI. Sori Camara, bonjour. Bonjour. La justice française soupçonne le groupe Bolloré de vous avoir corrompu et plus précisément d'avoir financé la campagne 2010 du candidat Alpha Condé afin
afin d'obtenir quelques mois plus tard le terminal container du port de Conakry. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne peux pas faire de lien entre la campagne du professeur Alpha Condé et la résiliation de la convention de concession avec Jetman International. Pourquoi? Parce que depuis 2008, le général Lansana Conté, saisi par le port autonome de Conakry à travers une correspondance du 4 décembre, avait demandé à ce que cette convention de concession soit annulée. Alors vous dites que le président Lansana Conté regrettait en quelque sorte, à la fin de sa vie, d'avoir accordé le terminal container de Conakry au groupe français Jetman Ecotrans, mais pourtant 3 mois plus tôt, il avait bien accordé cette concession et c'était au terme d'un appel d'offres tout à fait transparent. Oui, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Jetman International a proposé 15 millions d'euros comme ticket d'entrée. Bolero a proposé à l'époque 10 millions. Max, sur lequel d'ailleurs nous fondions beaucoup d'espoir, a proposé 5 millions d'euros. Alors 2 ans et demi plus tard, Alpha Condé arrive au pouvoir et il annule la concession accordée au groupe français Jetman Ecotrans, mais sans organiser un nouvel appel d'offres. Alors pourquoi cela? On n'a pas cru devoir faire de nouvel appel d'offres. Pourquoi? Parce que simplement, d'abord, le cahier de charges prévoyait qu'en cas de défaillance du premier opérateur, c'est-à-dire Jetman International premier, il fallait faire directement appel au second qui était Bolloré. Ça, c'était la première raison. La deuxième, c'est que depuis 2008, Jetman International exploitait le port, le terminal existant. Il ne s'est jamais préoccupé de son extension du terminal. Ce que vous dites, c'est que le groupe Jetman Ecotrans n'avait pas tenu ses promesses, quoi, c'est ça? Pas du tout. Mais franchement, Sori Camara, est-ce que le groupe Jetman Ecotrans pouvait réaliser les extensions promises en 2009 sous la présidence extrêmement chaotique du capitaine Dadis Camara? Mais au moins qu'on ait la volonté, qu'il prouve quand même quelque chose. Mais je vous dis, rien n'a été fait. L'extension du terminal à conteneurs était la principale composante du projet. C'était là notre préoccupation. Alors ok, peut-être que le groupe Jetman Ecotrans n'avait pas fait le travail promis, mais à ce moment-là, pourquoi ne pas remettre les cartes sur la table et organiser tout simplement un nouvel appel d'offres, comme en 2008? Je vous dis qu'à l'époque, le port était pratiquement en cessation de fonctionnement. Les navires avaient déserté le port, les opérateurs économiques se plaignaient du port, sans oublier que les 90% des échanges commerciaux de la Guinée passent par le port de Conakry. Donc le port, c'est un enjeu stratégique pour tout le gouvernement. Mais franchement, Sori Camara, quand on accorde une concession pour 10 ans ou pour 20 ans, est-ce que ça ne vaut pas le coup de prendre 2-3 mois de retard pour être sûr qu'au bout d'un bon appel d'offres, eh bien, on trouve un bon opérateur, un opérateur le plus solide possible? Nous avons un problème de temps à gérer par rapport à la gestion du port de Conakry. C'est pourquoi cette décision, nous avons dit qu'il faut aller beaucoup plus vite parce que les recettes baissaient, les activités baissaient. Alors, il fallait agir vite. Mais vous vous rendez bien compte que quand on accorde une concession aussi importante sans appel d'offres, ça suscite tout de suite la suspicion, non? À ce niveau, nous, on a la conscience tranquille par rapport à ça, parce que nous avons agi par rapport au texte réglementaire de la convention de concession du port, les dossiers d'appel d'offres, les cahiers de charges. En 2008, c'était le deuxième de l'appel d'offres. Et le premier ayant fait défaillance, on a pris le deuxième. Pour déloger le groupe Jetman Ecotrans début 2011, vous avez envoyé la troupe. C'est pas banal. Pourquoi une telle brutalité? Est-ce que c'est l'armée? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'on a mis ces équipements en demeure. On les a réquisitionnés pour que le service public puisse continuer. En fait, vous avez voulu confisquer le matériel Jetman Ecotrans, c'est ça? Il fallait... Oui, parce qu'il fallait assurer la continuité du service public. C'est un hold-up, affirme l'ancien ministre français de la coopération, Pierre-André Wilzer, sur RFI. J'avoue, je ne commande pas ça. Ce que je sais, c'est que nous voulions que le port de Conakry fonctionne. Et quand l'ancien ministre Wilzer dit que c'est un arrangement indépendant de toute règle commerciale et juridique, c'est un menteur alors? Je vous dis que je ne commande pas ça. Je me garde de commenter ces déclarations. En 2016, le président Alpha Condé a déclaré à nos confrères du Monde « Vincent Bolloré est un ami et je privilégie les amis ». Est-ce que ce n'est pas l'aveu que le président a chassé le groupe Jetman Ecotrans pour installer à sa place le groupe d'un ami? J'avoue, ça n'a rien à voir. Je vais vous révéler quelque chose. Lorsque la convention de concession de Bolloré a été signée, au moment où il fallait mettre les dossiers à jour, les cadres qui ont été chargés de rédiger la nouvelle convention, qu'est-ce qu'ils ont fait? En plus, ils ont ajouté le port conventionnel pour donner tout le port à Bolloré. Alors, j'appelle la présidente, je demande un rendez-vous. Le président me reçoit et quand je lui ai expliqué, il était en colère. Je n'ai jamais dit ça. Mais pourquoi ça? Il prend le téléphone, il appelle Bolloré. Si demain, une délégation de Bolloré n'est pas à Conakry pour modifier ce qui est dans la convention de concession et être dans
les limites de la convention de concession du jettement international et dit je l'annule purement et simplement parce que j'aime mon pays plus que tout ça. Et le lendemain, les gens sont venus. On a extrait le port conventionnel de la convention de concession de Bolloré. C'est-à-dire qu'en tout cas, Bolloré est très gourmand, hein, c'est ça. Bon, il faut aussi que les gens soient vigilants pour défendre leurs intérêts, défendre leur pays. Et moi, je crois que c'est ce que le président Alpha Condé est en train de faire. Et c'est ce qu'il a fait. Pendant cette campagne présidentielle de 2010, est-ce qu'il n'y a pas eu des prestations d'une filiale du groupe Bolloré, la société Havas, en faveur du candidat Alpha Condé? Bon, j'avoue, je ne commente pas ça. Moi, j'étais chez moi pour ma campagne. Et Dieu merci, cette campagne a réussi parce qu'au finish, Alpha Condé a été élu président de la République de Guinée. Et ce mardi, si par exemple une commission d'enquête parlementaire est mise en place à l'Assemblée nationale guinéenne, qu'est-ce que vous en penserez? Déjà, le président de la République, il a donné son accord, que les gens mènent une enquête. Moi, je serais très heureux aujourd'hui de voir qu'il y ait une enquête parlementaire. Les gens sauront la qualité, le degré de sens de responsabilité dont nos cadres qui ont géré ça ont fait montre. Lorsque les gens sauront la réalité, vraiment, on ne pourra que respecter le président Alpha Condé qui n'a mis en avant que l'intérêt de son pays, l'intérêt du port de Conakry. Et depuis 2011, est-ce que le groupe Bolloré a tenu ses promesses? Oui, aujourd'hui, le groupe Bolloré a investi 131 millions d'euros sur le port de Conakry. Il a doublé donc la capacité d'extension du terminal. Il a fait un poste à quai de 334 mètres linéaires avec un quai de moins 13 mètres. Le trafic conteneur est passé de 110 000 conteneurs en 2010 aujourd'hui à 230 000 conteneurs. Aujourd'hui, tous les Maliens passent par le port de Conakry parce que c'est plus facile pour eux. Ils passent aujourd'hui par le blé malien, c'est par le port de Conakry. Les conteneurs, pour la plupart, c'est par le port de Conakry. Et c'est ce que nous recherchions dans la mise en concession du terminal à conteneurs. Mais franchement, en 2010-2011, il n'y a eu aucun échange de services possible entre deux hommes. En 2010, je t'aide à faire campagne et en 2011, tu m'accordes le terminal conteneur? À mon avis, il n'y en a pas. Je n'ai pas de preuves par rapport à ça. Moi, c'est mon port que je connais. Le port de Conakry est aujourd'hui devenu un port compétitif grâce au groupe Bolloré. Sori Camara, merci. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.